Français, mes chers compatriotes, je veux ce soir vous parler des jours qui viennent, de notre organisation face à l'épidémie, tirer les premières leçons de cette crise et dessiner en quelques lignes notre nouveau chemin. À partir de demain, nous allons pouvoir tourner la page du premier acte, en quelque sorte, de la crise que nous venons de traverser. Dès demain, tout le territoire, à l'exception de Mayotte et de la Guyane où le virus circule encore activement, tout le territoire donc passera dans ce qu'il est désormais convenu d'appeler la zone verte, ce qui permettra notamment une reprise plus forte du travail et la réouverture des cafés et restaurants en Île-de-France. Dès demain, il sera à nouveau possible de se déplacer entre les pays européens. Et à partir du 1er juillet, nous pourrons nous rendre dans les États hors d'Europe où l'épidémie sera maîtrisée. De reprendre pleinement le travail, mais aussi de nous divertir, de nous cultiver. Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France. Cela ne signifie pas que le virus a disparu et que nous pouvons baisser totalement la garde. Il nous faudra pour longtemps encore vivre avec lui, respecter les règles de distance physique. L'été 2020 ne sera pas un été comme les autres et il nous faudra veiller à l'évolution de l'épidémie pour nous préparer au cas où elle reviendrait avec plus de force. La lutte contre l'épidémie n'est donc pas terminée, mais je suis heureux, avec vous, de cette première victoire contre le virus. Et je veux... C'est un accord qui rassure l'Union européenne. Hier, pour la première fois, l'Europe s'est assuré un approvisionnement en vaccins contre le Covid-19. L'accord de principe trouvé avec le laboratoire AstraZeneca prévoit que ce dernier, si son projet aboutit, fournira jusqu'à 400 millions de doses de vaccins à prix coûtant, explique le gouvernement. Vendredi, la Commission européenne avait annoncé sa volonté d'une initiative commune sur la question et s'était dite prête à débloquer plus de 2,4 milliards d'euros. L'accord avec AstraZeneca a donc été conclu par les ministres allemands, français, néerlandais et italiens de l'économie et de la santé. Le géant pharmaceutique travaille activement avec l'hôpital d'Oxford sur le développement de ce futur vaccin. Il est actuellement en phase de test au Royaume-Uni et au Brésil. Si tout va bien, si les essais cliniques sont positifs, le vaccin sera disponible au mois d'octobre et on pourra commencer à vacciner les gens à travers l'Europe au mois d'octobre, novembre. Encore faut-il que les résultats de ces tests soient positifs, ils seront connus en septembre. Une dizaine d'autres équipes travaillent sur des projets de vaccins partout dans le monde, tous en phase d'essais cliniques. J'ai mené mon enquête sur l'avancée des vaccins et quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert cela. Le groupe pharmaceutique AstraZeneca signe un accord avec l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays-Bas pour garantir la fourniture de 400 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus. Je vous laisse prendre connaissance en off des informations complémentaires que j'ai indiquées, mais il y a un point important pour ce qui va suivre. Retenez bien que la Commission européenne fait partie intégrante de cette décision. AstraZeneca qui va donc s'occuper de la distribution, dont le vaccin, lui, est développé à l'université d'Oxford, université qui est en partie financée par la fondation Bill et Melinda Gates, on s'y attendait quoi qu'il en soit, et qui fait partie du Golden Triangle, je vous mets tous les liens en description, qui est un groupe non officiel des 6 universités britanniques les plus élitaires, qui inclut notamment l'Imperial College of London, dont Niels Ferguson était membre, celui-là même qui a conseillé Emmanuel Macron d'appliquer le confinement, en se basant sur des algorithmes qui avaient prédit 300 à 500 000 morts en France seulement. Estimation qui s'est avérée fausse, évidemment. L'Imperial College, qui a reçu notamment une dotation de 79 millions de dollars en mars 2020 pour le contrôle de la malaria en Afrique subsaharienne, venant de la fondation Bill et Melinda Gates. Ça commence à ressembler à une mauvaise blague du genre « Où est Charlie ?» mais ici, c'est « Où est Billy ?» Eh bien, il n'est pas difficile à trouver puisqu'il est partout. Puis n'oublions pas qu'il a financé par le biais de sa fondation les 3 vaccins expérimentaux de GSK contre la malaria qui a tué 151 nourrissons africains dont des effets indésirables graves chez 1048 des 5949 enfants. Mais attendez, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Revenons donc à AstraZeneca, qui est également financé par la fondation Bill et Melinda Gates à hauteur de 750 millions de dollars pour mettre au point 2 milliards de doses du vaccin contre le coronavirus,
Évidemment, cette mafia intéresse d'autres pays que ceux de l'Europe. Je précise au passage, nous n'en sommes plus à un détail près que AstraZeneca et Microsoft ont uni leurs forces en 2019 pour travailler sur le développement de l'intelligence artificielle au service de la santé. Et comme si cela n'était pas suffisant, un des plus gros investisseurs du groupe pharmaceutique est BlackRock. Que dire? Eh bien pas grand-chose puisqu'ils sont totalement en roue libre. Mais continuons de nous intéresser aux petites affaires de AstraZeneca qui en 2000 fusionne ses activités dans la chimie et l'agroalimentaire avec celles de Novartis, créant ainsi Syngenta, une firme qui n'est plus à un scandale près. Voici quelques exemples. Au royaume des barons de l'agro-industrie. C'est au Brésil que l'on épand le plus de pesticides au monde et le géant bâlois de l'agrochimie, Syngenta, en est le numéro 1. Quel impact de l'utilisation massive de pesticides extrêmement dangereux sur les populations vivant à proximité des champs de culture? Un modèle d'affaires lucratif aux conséquences désastreuses pour la santé et l'environnement, dans un monde où, par peur de représailles, le silence est la règle. Nous avons également le scandale de Yavatmal. Dans le district de Yavatmal, au centre de l'Inde, des centaines d'agriculteurs ont été empoisonnés entre juillet et octobre 2017. Plus de 20 personnes ont trouvé la mort. En cause, des cocktails de pesticides extrêmement dangereux, parmi lesquels le polo. Cet insecticide est exporté par Syngenta depuis la Suisse, où il est interdit. Un poison venu du ciel. En mai 2013, dans l'état brésilien de Goiás, plus de 90 enfants et adultes ont été intoxiqués après que le pilote d'un avion agricole eut accidentellement largué sa cargaison alors qu'il survolait une école, déversant sur les victimes impuissantes un insecticide de Syngenta. Et pour finir, à quand la fin du paraquat? Le paraquat est interdit en Suisse depuis longtemps en raison de sa haute toxicité. Mais là où il est encore autorisé, Syngenta et ses concurrents continuent de s'enrichir au détriment de la santé des populations locales. Mais ce n'est pas tout. Dans la continuité des affaires louches, ceux-là même qui sont mandatés pour nous fournir 400 millions de doses de vaccins contre le Covid-19 ont vendu également en 2015 à Sanofi, et ce pour la modique somme de 300 millions de dollars, le Caprelsa, un médicament contre une forme rare de cancer, dont il doit contribuer fortement aux symptômes qu'ils associent à ceux du cancer pour continuer de leur prescrire cette merde. Et oui, car c'en est une. Et au-delà d'être un médicament placé sous surveillance renforcée, il est inscrit dans la liste noire des médicaments de la revue Prescrire. Mais qui sont missionnés de surveiller les activités de lobbying de AstraZeneca? Eh bien, parmi celles-ci se trouve celle-là même qui a passé un accord avec le groupe pour garantir la fourniture de 400 millions de doses d'un éventuel vaccin contre le coronavirus, soit la Commission européenne, comme c'est pratique. Nous allons donc nous voir distribuer un vaccin qui sera très certainement obligatoire ou sur la base du volontariat, impliquant notre exclusion du système si tant est que nous n'acceptons pas d'être vaccinés et pucés comme du bétail, et ce, par un groupe empoisonnant des sols et vendant un médicament sur liste noire. Concernant les enfants, il n'est évidemment pas exclu que cela soit obligatoire pour leur reprise dès la rentrée prochaine. Passeport de santé à la Covipass comme en Angleterre, voilà où nous en sommes. Et pendant ce temps, ils distillent notre attention avec des révolutions colorées / Soros qui ne dureront que le temps de leur calendrier. Pendant que nous relayons l'actualité, en faisant de celle-ci notre actualité, j'ai bien peur que nous passions à côté de l'essentiel. Le président chinois a annoncé une autre mesure importante, c'est qu'il a annoncé une fois un vaccin développé, un accès prioritaire sera donné au continent africain. Et en même temps, on se souvient encore du discours du groupe français Sanofi qui affirme que la priorité du vaccin sera donnée aux États-Unis en raison de l'intérêt économique. Donc, est-ce que pour une fois, les pays en voie de développement peuvent-ils échapper à l'hégémonie de ces grands groupes pharmaceutiques? Monsieur Dingle. Oui, c'est un problème compliqué, c'est un problème. C'est une très bonne question en fait. Aux États-Unis, en Europe, ils s'inquiètent de ce que le vaccin ne soit pas suffisamment bien payé pour inciter la recherche dans l'avenir. Donc, ce sont des calculs.
sur des profits, sur des investissements, etc., non pas sur la santé publique. Tandis qu'en Chine, on fait de la recherche sur la fabrication des vaccins, la vaccination, etc., pour la santé publique, pour essayer de protéger la vie de plus de population que possible. Et dans cette optique-là, je pense qu'il serait ironique de dire que les pays occidentaux s'occupent beaucoup des droits de l'homme, etc. Ils pensent beaucoup aux droits de l'homme, aux droits humains, etc., que finalement, face à la vaccination, ils ne pensent qu'au profit, qu'à l'argent, au capital. Tandis qu'en Chine, un pays qu'on accuse souvent d'autoritaire, etc., pense beaucoup plus à la vie de la population, à protéger la vie de la population. Mais c'est ironique, c'est la contradiction, c'est ironique. Et je pense qu'en Chine, on est sur le point de pouvoir produire en grande quantité le vaccin contre le Covid-19. On est déjà à la dernière étape de l'essai. Tout dernièrement, nous avons fait des essais sur des corps humains. Et ça a donné des résultats très encourageants. Et probablement en juin et juillet, non pas en juin, on est en juin, en juillet, août, la Chine serait capable de produire des vaccins en grande quantité. Et à ce moment-là, la Chine va offrir son service, non pas seulement aux pays africains, mais aussi au monde entier. Parce que nous pensons que la communauté humaine a le même destin. Le monde entier est menacé par le Covid-19 et la Chine peut offrir son assistance médicale à tout le monde pour essayer d'aider cette communauté humaine à se débarrasser. Qui contrôle l'OMS ? Après l'annonce faite par le président américain Donald Trump le 14 avril 2020 de mettre fin aux contributions américaines à l'Organisation mondiale de la santé, OMS, il est intéressant de jeter un coup d'œil à ses finances. Même la première impression est étonnante. Les États membres de l'OMS ne contribuent qu'à hauteur de 25% au budget total de l'OMS, qui s'élève à 5,1 milliards d'euros. Avec 14,67%, les États-Unis ont été jusqu'à présent le plus grand donateur individuel. Ils sont suivis par la Fondation Bill et Melinda Gates avec 9,76% du budget total. Comme on le sait, son principal intérêt est de soutenir des campagnes de vaccination à grande échelle. Elle est suivie de près avec 8,39% par l'alliance Gavi. Gavi égale l'Alliance globale pour les vaccins et l'immunisation qui siège à Genève, fondée par la Fondation Bill et Melinda Gates, ainsi que par l'OMS, l'UNICEF et la Banque mondiale, et par des donateurs individuels, des sociétés pharmaceutiques qui gagnent des milliards grâce aux vaccins, mais aussi des cartels financiers à but lucratif comme les Rockefeller. Ces donateurs privés ont tous leurs propres motifs très égoïstes pour soutenir l'OMS par des dons. Du temps des ménestrels, il y avait un dicton qui disait « De celui dont je mange le pain, je chante la chanson ». Il ne saurait donc être question que l'OMS soit indépendante.